Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors aujourd'hui je voulais faire cette petite vidéo sur l'effondrement de la France. Alors nous voyons tous actuellement autour de nous que notre pays va mal. Nous ne pouvons pas dire que notre pays va bien. Nous avons des exemples partout, chômage, manque de dynamisme. Et alors on va dire que c'est un problème économique. Alors bon, c'est pas vraiment un problème économique, parce que c'est bien plus profond que ça. C'est avant tout un problème social, un problème très profond. C'est un problème dû à la structure sociale de notre pays, une structure qui n'est plus adaptée actuellement à l'ouverture des frontières et à la global planète. C'est avant tout ça. Alors la France, notre problème vient du fait que la France est un pays qui est structuré en caste. Alors l'Italie, c'est des familles. L'Allemagne, c'est une espèce de méritocratie. C'est avec des Länder, c'est pas très centralisé l'Allemagne. C'est une méritocratie. L'Italie, c'est un système de famille. L'Europe centrale, qui en vérité va bien, parce que j'y suis, elle n'est pas dans une crise économique, tout le monde a un travail. Même si les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent, la qualité de vie est supérieure. Mais en France, il y a un gros problème social, moral, un gros problème de mal-être qu'on peut ressentir ici. Et par exemple, en Italie, je suis allé récemment en Italie, on ne ressent pas ça du tout. L'Italie va bien. Alors l'Italie a un problème, on va dire, d'émigration, mais l'Italie compense comment dire, son problème économique par du black. C'est-à-dire qu'il y a deux économies. Il y a l'économie réelle. Alors l'économie réelle est censée pas aller bien, et puis il y a l'économie au black, l'économie qui est derrière, et on voit que tout le monde gagne, tout le monde a de l'argent. Alors il y a des conflits nord-sud, parce que le nord travaille plus que le sud, donc ils ne s'entendent pas entre villes, par exemple, c'est des villes, comme oui, à la Renaissance, les mecs, il y avait des compétitions entre les villes, c'est pour ça que l'Italie génère beaucoup d'art, c'était l'art pour faire de la compétition, attirer les gens avec la beauté d'une ville à l'autre. Alors qu'en France, nous sommes sclérosés par un système qui est millénaire. Moi, j'appelle ça des castes celtiques, un système de castes. C'est un système celtique qui a marché très longtemps, parce qu'il ne faut pas oublier que la France est le plus vieil État européen centralisé, le plus grand État, c'est un grand État, un vieil État, et sûrement le plus vieil État européen centralisé, un grand État. Les autres, l'Allemagne a été réunie que récemment. Bon, il y a eu quelques empires comme la Prusse qui sont arrivés là à un moment, le Saint-Empire germanique, mais ça n'a pas duré. La Prusse, c'est quelque chose c'était un empire, mais qui n'existe plus. Mais donc, ce sont des États, en fin de compte, récents, même s'il y a une culture générale germanique, avec le sang germanique, même si l'Italie, il y a eu l'Empire romain, après il n'y a plus rien eu, mais ça a été des villes, des combats de villes, il n'y avait pas une véritable centralisation. Alors il y a eu l'Empire austro-hongrois qui a duré assez longtemps, mais bon, maintenant qui n'existe plus. Mais la France est vraiment le plus vieil État européen, on peut dire, et un grand État centralisé et stable. C'est un État qui a été relativement stable dans sa structure hiérarchique, dans sa structure fonctionnement, et stabilisé par ce système de caste très très rigide, et aussi par la taille de l'État français. Donc ça a fonctionné très 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 longtemps. Donc il y avait Paris, il y avait le centre. Alors il y a eu quelques problèmes, des fois ça a été scindé, comme partout, il y a eu des problèmes. Mais la France était relativement stable et très très bien administrée, administrée par ce système de caste rigide qui permettait quand même une bonne administration, qu'on n'était pas ouvert aux frontières extérieures. C'est-à-dire que la France est un grand État qui peut elle seule communiquer entre nord, sud, approvisionner le nord par des denrées du sud, approvisionner le centre par des denrées de l'est. Vous voyez, il y a des communications et tout ça est administré par un système de caste rigide, avec le roi à un moment qui nommait, avec la cour, le roi nommait la noblesse pour administrer des régions, et quand les régions étaient mal administrées, par exemple, il y avait des révoltes paysannes, le roi il punissait les révoltes paysannes sévèrement pour montrer que le roi est là, que c'est le roi qui dirige, mais il destituait le suzerain, le seigneur du coin ou le noble du coin, le duc, l'archiduc, je sais pas, moi je m'en fous un peu, mais des cases, des rangs. Je suis hors rang, donc je m'en fous, je les étudie comme ça.
mais il punissait quand même le mec, il l'emmenait en prison un peu, 1 ou 2 ans, il avait écrasé sévèrement, il avait écrasé la révolte paysanne, mais il le remplaçait par un autre noble qui administrait, hein. Le rôle de la noblesse était avant tout d'administrer le pays et puis éventuellement de défendre le pays, à la base. Donc voilà. Donc on est encore sur ce système-là, hein, ce système de caste rigide qui a fonctionné très longtemps, où on se reproduisait dans la caste, hein, donc c'était, comme je dis tout le temps, hein, c'était les contes, vous voyez, les contes de Perrault, je fais tout le temps l'analogie comparé à l'Allemagne, qui n'est pas vraiment un système de caste, hein. C'est tout le temps une princesse, dans les contes de Perrault, qui rencontre un prince. Alors c'est un prince changé en crapaud, c'est un prince qui a eu une malédiction, hein, alors ça c'est... vous voyez, c'est toujours comme ça. Alors, si je fais l'analogie avec les contes de Grimm, ou les contes de Grimm, vous avez le petit tailleur. Le petit tailleur, c'est quelqu'un qui part d'en bas, hein, et qui écrase cette mouche, et puis qui est très fier de ce qu'il a fait, progressivement monte, tue des géants, et à la fin, dans les contes de Grimm, qui sont des contes allemands, épouse la fille du roi. Vous voyez la différence entre l'Allemagne qui est une méritocratie, hein, qui n'est pas un réel système de caste, hein. Comme je dis tout le temps, il y avait une noblesse, mais comme ce n'était pas un grand État centralisé, la noblesse est d'office moins puissante, et la noblesse c'est nommée symboliquement pour, en général, administrer des villes, gérer des villes ou défendre le pays, hein, parce que noblesse d'armes aussi, hein. Donc avant d'être administrateur, on défend, j'avais expliqué, mais bon, ça c'est les premières étapes de la noblesse, ce sont ceux qui ont l'arme. Après ils administrent, quand il n'y a plus d'ennemis à battre, hein, ben, on administre, donc on est devenu une noblesse d'administration, puis comme on n'a plus de fonction réelle de défense, ben on dit qu'on est nommé par Dieu, hein. Comme ça, les gens ne peuvent pas s'opposer à votre pouvoir, hein, parce que c'est Dieu qui l'a voulu. C'est la base de la psychologie de la noblesse, hein. Comme on n'est plus une noblesse d'armes, on devient une noblesse nommée par Dieu par en haut. Comme ça, le petit peuple ne peut plus s'opposer. Mais en Allemagne, la noblesse est beaucoup moins puissante. Une noblesse d'administration, un peu d'armes, hein, aussi. On est retrouvé dans les généraux, tout ça. Mais ceux qui avaient un réel pouvoir en Allemagne, eh ben, c'est les corporations, hein, ça veut dire les architectes, les meuniers, les ingénieurs, les pêcheurs, vous voyez, les commerçants, chacun élit a un rôle important dans la société, et c'est eux, hein, c'est le travail qui compte avant tout en Allemagne. En France, comme on ne s'élève pas par le travail, il n'y a pas de ces corporations en France, c'est beaucoup moins marqué, hein. C'est une noblesse qui gère des castes. On appartient à la caste des ouvriers, à la caste des agriculteurs. Alors on se reproduit entre agriculteurs, on se reproduit entre ouvriers. Il y a des montées sociales beaucoup plus faibles en France, et on est encore dans ce système de caste qui sclérose notre pays, hein. Vous pouvez voir par exemple qu'au Sénat, il y a encore des mecs qui ont des noms de généraux de Napoléon. Alors il y a eu des passages, hein, mais les passages, les montées, hein, et les descentes sont bien plus difficiles, comme je dis tout le temps. La France, c'est le pays où on meurt, où l'on naît, hein. Donc, si vous voulez, ça marchait avant, maintenant c'est obsolète face aux ouvertures de frontières, hein, à ces grands États, à cette grande globalisation, hein, ce libéralisme. Donc, comment voulez-vous être compétitif quand nous avons affaire à des multinationales qui viennent en concurrence avec nos sociétés, hein, des multinationales qui représentent des actionnaires, alors plus ou moins il y a des actionnaires qui représentent des actionnaires, qui demandent des bilans à la fin de l'année, et en fin de compte ceux qui sont à la tête de ces multinationales, ben, ce sont tout simplement les plus compétents, hein. Donc on ne peut rien faire en France, on est écrasé avec ce système où nous, ce sont des fils d'eux qui prennent les rênes de certaines grosses sociétés, on va dire familiales en France, même. Donc on ne peut plus être compétent, surtout quand en Allemagne, dans des pays comme l'Allemagne, ben, c'est pareil, ce sont même au sein des PME, hein, ce ne sont pas forcément des familles, hein. On peut grimper au sein de la PME, hein. On peut grimper, on part d'en bas, l'ouvrier peut très bien devenir ingénieur, puisqu'il y a des formations internes aux sociétés, le système éducatif n'est pas le même. La France tu as un diplôme, c'est ta place, tu commences on dit je suis dessinateur, je resterai dessinateur toute ma vie, même si j'ai d'autres qualités. Je pourrais écrire un livre, je pourrais être très bon en sociologie, je pourrais être très bon en évolution. On va me dire, monsieur, vous êtes dessinateur, hein.
Ça me rappelle des histoires quand j'étais en école d'art. Hein, bon, ben, ces systèmes affreux. Le dessinateur, il y avait le dessinateur qui était celui qui dessine bien, un dessinateur, il ne peut pas avoir d'idées. Celui qui a des idées, ben, c'est celui qui ne dessine pas. Hein, c'est-à-dire qu'on met des castes comme ça, on met on met des tiroirs où on ne peut plus sortir en France. Hein, un problème. Donc on avait les mecs mauvais en dessin qui n'avaient que comme solution de pouvoir chercher des idées. Puis en général, comme ils sont mauvais en dessin, ils ne peuvent pas forcément avoir de bonnes idées puisqu'ils ne peuvent pas conceptualiser visuellement. Donc on est dans des systèmes qui s'effondrent, vous voyez, à cause de ce système ce système qui ne bouge pas. Vous voyez, il n'y a pas de passage, il n'y a pas de montée. Alors, ce système de caste a entraîné en France. Alors avant, ça marchait parce que la tête avait conscience que les pieds étaient importants et que les mains étaient importantes et que tout était important dans le corps. Si vous voyez, il y avait la tête, il y avait les mains, il y avait les producteurs, il y avait les transporteurs, donc les pieds. Vous voyez, tout le monde était important dans un système, dans le système de caste. Avant, il y avait une conscience, même si on ne montait pas les échelons, il y avait une conscience d'appartenir à une même entité, la France, hein, le peuple de France. Et ça s'est perdu complètement. Alors, cette conscience d'appartenir au même peuple de France, c'était ce qu'on appelait le paternalisme français, quand il y a eu de l'industrialisation. Hein. Il y avait encore cette notion d'appartenir à un seul peuple. Vous voyez, le grand exemple, c'est Michelin. Michelin qu'on ne peut pas accuser d'avoir été un mauvais patron. Hein. Michelin a monté de grandes entreprises, c'était dans le centre de la France. Et Michelin, c'est le premier à avoir combattu pour lui. Alors, il était le patron, son fils prenait la place, hein, tout le temps, il éduquait son fils comme ça. Mais il essayait de quand même, pour les ouvriers qui étaient de sa région, hein, de construire des logements, des habitations, des crèches, des restaurants. C'est le premier à avoir, c'est un des premiers à avoir fait ça. C'était typique du paternalisme des patrons français qui étaient adaptés au système de caste français. Vous voyez, qui ne laissait pas tomber. Il n'y avait pas de montée sociale, mais il y avait un sentiment d'appartenir à un seul corps, une espèce de hérité de notre grande royauté, on va dire, notre système, de notre noblesse d'un grand État centralisé. En Allemagne, c'est pas du tout ça, c'est une méritocratie, on monte, on descend, quand on n'est pas bon, on descend, on est méprisé. Hein. En Allemagne, le mec qui travaille mal, le mec qui est inutile, c'est la plus grande des insultes. En Allemagne, je dis tout le temps, la plus grande honte pour l'Allemand, c'est d'être asi, c'est-à-dire ne pas avoir de travail, être asocial. Ça, vous êtes tout de suite déconnecté. Hein. Le vieux a une valeur, par exemple, le vieux a une valeur d'apprentissage. L'allemand a un culte du vieux. Vous voyez, d'Eric, par exemple. Moi, je fais tout le temps la comparaison allemande parce que les Allemands sont les maîtres de l'Europe actuellement, hein, pour d'autres raisons, aussi parce qu'ils ont pris les territoires de l'Est. Donc voilà pourquoi la France ne monte plus actuellement. Ce système de caste est devenu obsolète face à la globale planète. Alors, ce système de caste crée un gros problème sociologique, un gros problème de comportement entre les gens. Comme les gens savent qu'ils ne montent pas maintenant, il n'y a plus de respect, si vous voulez. Les castes dirigeantes méprisent complètement maintenant ce qu'on appelle le petit peuple, leurs travailleurs. Il n'y a plus d'estime des castes entre elles, on se jalouse mutuellement. Tout ça parce que comme on ne peut pas monter socialement, et comme en plus on est dans une crise économique, hein, il n'y a plus vraiment de respect, on essaye de tirer au flanc. Hein, c'est-à-dire que comme vous ne montez pas socialement au sein d'une société française ou d'une PME, ben, qu'est-ce que vont faire les Français? Ben, ils vont tirer au flanc. Hein. Alors c'est pour ça qu'en France, on s'aperçoit qu'il y a eu des grandes grèves, pour les acquis sociaux. Hein. On se bat pour les acquis sociaux, on ne se bat pas pour la montée sociale. Vous voyez, c'est vraiment typique à la France, ça. On se bat pour les 35 heures, on se bat pour les congés payés, on se bat pour le 13e mois, on se bat pour une machine à café dans le hall de la société, on se bat pour les tickets restaurants, mais on ne se bat pas réellement pour monter socialement, puisqu'on est structurellement en caste. Donc en caste, on ne monte pas social, il n'y a pas de montée sociale. Alors c'est pour ça qu'en France, on est le pays des tirs au flanc et de la jalousie aussi. Quelqu'un qui réussit, c'est anormal si vous voulez. C'est pas quelque chose qu'on apprécie, hein, puisqu'il vous renvoie
Si vous voulez, le miroir de lui a réussi, comment ça se fait? Moi, je ne pourrais jamais y arriver. Donc, ça ne peut être que malhonnête. Hein. Donc, très très mauvaise mentalité face à ce qui marchait avant. Il n'y avait pas cette mauvaise mentalité parce qu'on avait sa place, mais la place, que ce soit en haut ou en bas, était utile. On était fiers d'appartenir à un pays. Maintenant, face à l'ouverture des frontières, on n'est plus efficace du tout avec ce système qui n'est pas une méritocratie. Hein. Donc, mauvaise mentalité en France, tir au flanc, paresseux, on ne veut pas travailler. Bah oui, quand on est nommé quelque part, regardez les fonctionnaires, ils sont nommés, ils font rien. On monte à l'ancienneté, on monte pas au mérite. Hein. C'est-à-dire que on monte avec des échelons. Je suis au 11e échelon parce que j'ai 30 ans de fonctionnariat. Alors, il y en a quelques-uns qui travaillent, mais la plupart foutent rien. Et dans les sociétés, ben pareil, on se syndique. Il y a le mec du syndicat qui fait rien. Alors évidemment, les patrons sont aussi fautifs parce qu'il n'y a pas les méchants patrons et les gentils travailleurs, les gentils employés. Dans ce système, tout le monde est fautif. Hein, il n'y a pas les coupables et les innocents. Vous êtes tous coupables. Tous coupables, et c'est pour ça qu'il faut se remettre en cause. Quand je dis ça, c'est pas méchant. Allez voir les autres pays. Hein. Donc, il y a un mal-être en France parce que, justement, on est confronté justement à cette crise économique due à la conjoncture mondiale et on n'est plus du tout adapté à cause de ce système obsolète des castes. Alors, ça va plus loin. Hein. Ça fait des gens dépressifs, des gens jaloux, des gens dépressifs. Parce que dépressifs, pourquoi? Parce qu'aucun combat dans la vie. Vous avez les aides sociales, si vous tombez, hein, vous ne serez jamais vraiment en bas, on vous laissera un RSA, un minimum vieillesse, une sécurité sociale. Hein. Mais par contre, vous ne pouvez pas monter. Hein. Alors, vous êtes dépressif. Hein. Et puis, le patron de société... il est méprisant, il méprise ce peuple de paresseux, mais ce peuple de paresseux n'a pas tort d'être paresseux, parce que de toute façon, le travail n'est pas récompensé, nous ne sommes pas dans une méritocratie. Hein. Donc, énorme problème en France. Que voulez-vous faire face à des pays émergents, où les mecs ont quand même une conscience nationaliste, hein, alors qu'en France, il n'y a plus de nationalisme. Hein. Le nationalisme, c'est pas être raciste. Hein. Le nationalisme, c'est tous ensemble, hein, et combattre pour un avenir meilleur, je le rappelle encore, hein. C'est par-delà les religions et les races. Nous sommes tous ensemble de cette nation et nous combattons pour un avenir meilleur. Et normalement, tout devrait bien aller quand les meilleurs gravissent les échelons et on les postes qui leur conviennent et pas les fils de dégénérés, comme on peut voir souvent en France. Et évidemment, en France, c'est pas ça. Hein. Donc, on n'est pas compétitif par rapport aux autres. Donc, c'est assez terrifiant là-dessus. En plus, ce manque de... nous crevons aussi justement à cause de cet État trop gros, cet État qui était un État de très bonne administration. Hein. La France a tout le temps été un État d'administration. Hein. Comme c'est un État de caste, c'est un État très stable. C'est un État qui était très bien administré avec des fonctionnaires, avec une noblesse, c'était très hiérarchisé par ce système de caste. Mais maintenant, on crève d'une administration trop lourde, hein, trop de fonctionnaires qui tirent au flanc aussi, trop de fonctionnaires et trop de politiques à haut niveau qui se gavent, qui continuent à avoir un train de vie énorme, hein, qui ne veulent pas perdre leurs privilèges. Hein. Hein, alors vous regardez en Allemagne, Merkel, je crois que c'est 4 000 € par mois, hein, Merkel, plus, je crois que c'est ça, hein, plus un logement, et un logement, je crois qu'elle le paye. Alors, évidemment, elle a son chauffeur, elle a tout, mais on n'est pas dans le système français où les mecs, quand ils accèdent au pouvoir, ils n'accèdent pas au pouvoir pour régler les problèmes de la France, parce qu'ils savent très bien que la France est en train de s'effondrer, parce que structurellement, pas économiquement. Si vous voulez, on est riche de cerveau, on est riche culturellement à la base, mais c'est notre structure qui nous détruit, notre structure de caste. Hein, la bourgeoisie, c'est quelque chose que l'on ne rencontre pas, par exemple, en Europe centrale. Vous n'avez pas cette caste bourgeoise en Allemagne, vous avez les riches, les pauvres, hein, les patrons d'entreprise, mais vous n'avez pas cette caste typique bourgeoise. Alors l'Angleterre, j'en parlerai un petit peu, mais c'est quelque chose à part, mais ça n'a rien à voir, parce que c'est aussi un système de caste, mais qui ne fonctionne pas du tout comme le nôtre. Hein. Donc voilà, donc la France s'effondre à cause de son État qui est... Ces parasites fonctionnaires, hein, ces parasites politiques qui se gavent trop sur la bête. Et qui est-ce qui va payer justement cette gabegie au pouvoir, hein, ces déplacements en jet,
ces fêtes à l'Élysée, ces gueuletons avec traiteurs, ces masseuses payées. J'ai entendu dire par les services de sécurité qui étaient mes amis que je me souviens quel ministre se faisait payer sa call girl comme masseuse, hein, vous voyez, en France. Alors, est-ce vrai, est-ce faux? Moi, je ne pense pas que mes amis se trompaient. Hein. Quand ils se déplaçaient à l'étranger, il partait avec sa masseuse, hein, parce qu'il avait besoin, qui était payée par le gouvernement. Hein. Donc vous voyez à quel point nous sommes corrompus avec un État, la Cour en haut, qui se gave, et elle se gave avant l'effondrement. Hein. On prend le pouvoir en sachant très bien qu'on ne pourra pas relever le pays et qu'on court à l'effondrement. D'un autre côté, tant mieux. Après l'effondrement, on changera de système en espérant que les incompétents quittent le pouvoir, hein, et qu'on se retrouve avec des mecs compétents. Donc voilà pourquoi la France s'effondre. Trop de fonctionnaires, ça coûte trop cher. Qui est-ce qui paye ce fonctionnement de l'État excessif, trop cher, tout est surpayé, les appels d'offres sont filés aux copains, les prix sont doublés, triplés. Alors, il y a ça dans certains pays, mais quand même en France, c'est énorme. Donc qui paye tout ça? C'est essentiellement les classes moyennes, hein, les classes moyennes des travailleurs, les PME, vous voyez, les travailleurs, les PME, et puis il y a toute une horde de chômeurs ou d'assistés sociaux qui restent en bas, et puis on ne peut pas leur en vouloir, parce que de toute façon, comme le travail n'est pas valorisé, et quand on se met à travailler, on est imposé à fond, on est brimé, on reste en bas en disant, nous on récupère les miettes, mais au moins on ne se fatigue pas, hein, on tend la main et on ne se fatigue pas. Donc vous avez toute une horde d'assistés en bas, et toute une horde de parasites en haut, et au milieu, une pauvre classe moyenne, pressurisée, écrasée, des PME qui ne deviennent plus du tout compétitifs au niveau mondial parce qu'elles sont écrasées par des charges, écrasées par une législation trop lourde, des travailleurs qui n'ont plus dans ces PME plus aucun espoir de monter à cause du système de casse, parce que même les PME sont régies par ces systèmes de casse. On se marie entre notables, on se marie entre bourgeois, on se marie entre directeurs d'entreprise, hein, on se marie entre les rallyes en France, on se marie entre ouvriers, on se marie entre ingénieurs, hein, vous voyez, dans le 15e par exemple où je suis, c'est de la classe moyenne, hein, là je suis actuellement dans le 15e à Paris, donc ils rêvent tous de gagner en bourse, et en fin de compte, ils mourront où ils sont nés, ils mourront dans le milieu où ils sont nés, et ils ne monteront pas, ils rentrent dans la société en pensant qu'ils vont devenir des traders, qu'ils vont devenir qui vont gravir les échelons au sein de la société, puis non, ils vont gravir un peu, puis après vous verrez le fils de machin qui a eu le diplôme truc, qui va lui passer devant, hein, qui n'est pas forcément compétent. Voilà de quoi on meurt, donc ça met de l'incompétence dans notre pays. Et comme nos PME sont en plus écrasées fiscalement et nos travailleurs sont écrasés fiscalement, ils ne produisent plus, ne deviennent plus compétitifs. Les travailleurs partent avant l'heure de fermeture du bureau, les PME tirent au flanc, et puis voilà. Alors pourquoi dans notre pays l'impôt est uniquement sur les PME et pas sur les grosses sociétés françaises, qu'il pourrait y avoir des grosses sociétés françaises comme Total, hein, même Peugeot, hein, délocalise. Et vous regardez Total, on a pleuré là récemment sur le monsieur moustachu qui est mort, qui était évidemment un brave type, mais ce monsieur n'est en rien une société française, ne représente en rien une société française, hein, en rien du tout. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il livre du pétrole et du gaz à la France. Mais même, ils sont en train de vouloir fermer les raffineries. Hein. Total marche très bien, mais Total est une société qui ne paye quasiment pas d'impôts en France. Je crois qu'en 2009, en 2010, ils n'ont pas payé d'impôts en France. Hein. Ils n'ont pas été Ils n'ont pas été imposés. Hein. Donc, tout est à l'étranger. Ce sont des sociétés, en vérité, ce sont des multinationales étrangères. Hein. Elles sont en France uniquement parce que c'est leur territoire où elles peuvent vendre leur pétrole, leur gaz et tout ça. Hein. Et comme elles sont puissantes, elles financent des télés, elles financent des gros groupes qui permettent justement d'avoir l'État avec eux pour leur donner les marchés d'État. Hein. Voilà comment ça se passe. Hein. Faut pas rêver. On pleure une grande société française. Elle n'a de société française que le nom. Hein. Elle ne participe pas à l'impôt en France. Si elle participait à l'impôt en France, les PME et les travailleurs seraient moins imposés puisque l'impôt serait réparti d'une façon générale. Hein. Et le pays repartirait. Repartirait pourquoi ? Parce que les gens, en travaillant, seraient moins imposés, les sociétés seraient moins taxées, les charges sociales seraient moins importantes, puisque tout le monde pourrait participer justement à un effort collectif, hein, pour financer l'État et pour construire le pays. Alors que là, les seuls qui financent le pays, c'est les classes moyennes, hein, et c'est
les travailleurs, hein, les pauvres, les classes moyennes et les PME. Hein, et pas les grosses sociétés françaises. Il n'y a pas de grosses sociétés françaises, elles ont de nom que françaises, elles sont l'étranger. Hein, et je vais faire la comparaison avec l'Allemagne. C'est très important de faire la comparaison avec l'Allemagne. Et puis je vais essayer de penser aussi à parler de l'immigration. Faire la comparaison avec l'Allemagne, pourquoi l'Allemagne s'en sort, hein, parce que c'est tout le temps important de dire pourquoi l'Allemagne s'en sort. L'Allemagne est première mondiale, c'est la locomotive, première mondiale, première européenne, première puissance européenne. Pourquoi? Parce qu'elle a récupéré l'Allemagne. D'abord, c'est une méritocratie, c'est pas un système de caste, donc bien mieux adapté à une ouverture des frontières, hein, bien mieux adapté à un libertisme. Je suis rien, moi, j'explique le problème pour qu'on puisse le résoudre. Hein. Donc l'Allemagne, qu'est-ce qu'elle est? C'est une méritocratie, mais millénaire, si vous voulez. Hein. On part d'en bas et on monte. J'avais dit la fable. L'exemple ultime, c'est Adolf Hitler. Adolf Hitler, qui était un malade, mais Adolf Hitler, il a réussi à monter en partant du bas et en montant. C'est parce qu'il représentait le petit soldat courageux, hein, qui veut redresser le pays. C'est celui qui vient d'en bas et qui, par son énergie, monte. Hein. C'est pour ça que l'Allemagne croit en ses chefs, l'Allemagne suit ses chefs jusqu'à la mort. Hein. Et le problème de l'Allemagne, c'est effectivement que le chef est censé, comme il a réussi au mérite, avoir toujours raison, et quand il se plante, et ben, tout le monde le suit dans la connerie. Hein. C'est Adolphe, hein. À Moscou. Hein. Puis à Moscou, on va se faire tailler en pièces par les Russes. Ça a été très bien mis, très bien caricaturé dans Gladiator, hein, le film Gladiator, où on voit le gros Allemand au début avec sa hache, et qui dit « Ouais, on va vous couper en morceaux, je sais pas, mourrez, vous êtes maudits chiens », il dit « Vous êtes maudits chiens hein, », en pensant qu'il va gagner, alors qu'ils sont entourés par les troupes allemandes, parce que le chef a toujours raison, parce qu'il est élu au mérite, hein, c'est le plus méritant, le plus techniquement puissant, le plus fort, qui dirige, hein, pas le fils d'eux. Donc c'est très bien caricaturé dans Gladiator, hein, cette mentalité allemande, ça apparaît pas, mais c'est ça l'Allemagne, ça marche très bien, sauf quand il y a une couille. Hein, mais ça marche bien mieux actuellement qu'une méritocratie dégénérée, comme en France. Hein, imaginez bien quand les fils d'eux veulent faire du cinéma et après reprennent la boîte de papa à 36 ans, hein, ils n'ont pas été dans le milieu. Hein, et ils ne pourront pas gérer, ils ne pourront pas être de bons gestionnaires et être de bons dirigeants de société. Bah, c'est ça en France. Hein. Hein, alors qu'en Allemagne, on commence d'en bas, on met les mains dans... Dès qu'on commence, quelque mieux qu'on soit, on met les mains dans le goudron, on met les mains dans le charbon, et puis on monte comme ça, on met les mains dans... On remonte les manches et on monte en montrant qui on est. Et voilà. Alors pour les grosses sociétés allemandes, je voulais faire le parallèle par rapport aux grosses sociétés françaises qui ne répartissent pas l'argent. Ben, les Allemands se sont ouverts à l'Est, hein, ils ont récupéré les territoires de l'Est, Hongrie, Tchéquie, Slovaquie, une partie de la Pologne. Hein, ils vont mettre la main là sur l'Ukraine, comme j'ai mis dans une vidéo, bientôt, hein, c'est prévu. Hein. Ils rénovent tous les pays. Alors ils connaissent ces pays et la mentalité de ces pays depuis des milliers d'années, puisqu'il y a des communautés allemandes qui sont là hein, depuis très longtemps. Il y a eu ce petit épisode communiste, hein, soviétique, mais ça n'a pas changé structurellement les rapports de l'Allemagne avec ces régions où l'Allemagne est tout le temps vers l'Est. Hein. Donc l'Allemagne vient là-bas, connaît déjà ces pays, parce que culturellement il les connaît, il y avait des minorités allemandes là-bas tout le temps, jusqu'en Ukraine, hein, jusqu'en Transylvanie. Alors la Roumanie, la Transylvanie, ça appartient pour des raisons culturelles un peu à la France, mais Dacia ne rapatrie pas les bénéfices en France. Hein. Il faut savoir que c'est une réussite française qui n'a de nom que français, mais l'argent ne vient pas en France. L'argent reste là-bas quand une société française fait ses bénéfices à l'étranger, elle ne les rapatrie pas en France. Hein. Ah oui, parce que l'impôt est trop élevé, puis de toute façon, après ils ont même des abattements, je crois. Les grosses sociétés étrangères, elles financent juste les partis politiques, via des télévisions, parce qu'elles ne peuvent pas les financer directement. Hein. Donc elles ouvrent des télés, elles financent des télés, elles financent des groupes de presse qui permettent la réélection. Hein, voilà. Donc l'Allemagne, elle, toutes ces sociétés, ces grosses sociétés allemandes, hein, ont récupéré les territoires de l'Est, hein, et ont modernisé l'agriculture, c'est un peuple d'ingénieurs, hein, avec la technicité allemande, moderniser l'industrie de ces pays-là, hein, qui étaient un peu sous la chape de plomb soviétique. Hein. Ils ont modernisé tout ça,
Et toute la production se fait à bas coût, à 400 € le mois, 500 € le mois pour les petites mains de ces pays d'Europe centrale. Et toute la production se fait en Europe centrale, mais les bénéfices de ces grosses sociétés reviennent en partie en Allemagne. Elles reviennent en partie en Allemagne pour participer à l'impôt général, pour délester tout simplement les classes moyennes et les travailleurs d'un impôt qui pourrait les gréver. Et c'est pour ça que les PME allemandes et les travailleurs allemands sont beaucoup moins imposés. Ils sont beaucoup moins brimés, et donc sont beaucoup plus productifs, en plus il y a cette méritocratie, que nos pauvres PME, nos pauvres travailleurs français, qui eux participent tout seuls à l'imposition française. Il n'y a pas une répartition de l'impôt. Donc vous voyez, la catastrophe française, l'effondrement français est un effondrement qui n'est pas à la base économique, c'est un effondrement dû à la structure sociale, c'est à la mentalité du peuple en lui-même. Et c'est pour ça qu'il faut le changer. Nous sommes obsolètes dans notre façon de penser, de concevoir la hiérarchie, de concevoir notre société. Donc voilà. Alors un autre problème terriblement grave qu'on peut voir, alors un autre truc, c'est comme la France. Je vais terminer parce que c'est quand même un vaste problème et j'essaie de traiter dans une vidéo. Et moi, je ne suis pas un spécialiste du discours. Moi, je suis un homme du terrain qui a vécu, qui est parti de rien, qui est monté et qui maintenant vit dans toute l'Europe parce que c'est le chemin que Dieu a voulu que je prenne. Je n'ai pas vraiment choisi. Donc, un autre problème qu'il y a en France, j'ai oublié de prendre mes notes, c'est le problème de la dette. On est endetté à mort. On est endetté à mort pourquoi ? Pour une raison simple. Parce que nous ne sommes plus productifs du tout. Nos classes moyennes ne sont plus productives parce qu'imposées à mort. Comment voulez-vous faire vivre ce gros État, ce gros État avec tous ces fonctionnaires, cette gabegie que l'on trouve à la tête de cet État? Comment voulez-vous faire vivre ce gros État avec des gens qui ne produisent plus, mais qui ne rapportent plus d'argent? Comment on fait? On emprunte. On emprunte pour qu'à l'État, on se gave, pour continuer à vivre. C'est-à-dire, ce sont les dirigeants, ce sont les politiques français qui empruntent pour continuer à être viables et continuer à pouvoir diriger le pays, alors que même leurs producteurs ne produisent même plus, ne sont plus économiquement viables. Vous imaginez? Et plus on emprunte, plus on est obligé d'imposer les producteurs, les PME, les agriculteurs. Alors les agriculteurs, ils ont des aides, mais bon, les petites PME, les travailleurs, comment on augmente la TVA? Tout ça pour rembourser une dette qui a pour fonction de faire vivre le gouvernement. Alors, plus la dette augmente, plus on impose les producteurs, plus les producteurs sont improductifs, plus ils sont improductifs, plus on s'endette, plus on s'endette, plus on est obligé de rembourser la dette, plus on est obligé de rembourser la dette, plus on impose. Vous voyez le cercle vicieux, ça s'appelle un cercle vicieux. C'est ce qu'on appelle en Hongrie, c'est l'anneau du diable, Ördög Guru. On est dans un cercle vicieux de la dette. Et alors, l'État sait très bien qu'il n'est pas viable. Là, pour le moment, on se fait élire en sachant qu'il y a l'écroulement, en espérant tout le temps que c'est celui qui sera élu la prochaine fois qui récupérera l'effondrement. Vous voyez, alors, on prend pour se gaver, on se fait élire pour uniquement se faire gaver. Nos politiques ne sont pas des gens qui sont là pour résoudre un problème. Ils savent que ce problème ne peut pas être résolu d'une façon économique. Il ne peut être résolu qu'en restructurant la société française. Donc c'est catastrophique. Alors là-dessus vient se greffer l'immigration. Alors on voit encore beaucoup d'émigration qui arrive en France, de gens, de travailleurs sans papier. Vous arrivez en banlieue nord de Paris, vous apercevez qu'il y a beaucoup d'Africains, et pas uniquement des Africains qui sont devenus français. Vous avez aussi des primo-arrivants qui continuent à arriver et qui essayent de se faire régulariser, qui travaillent comme des malades, parce qu'effectivement, il y en a peut-être qui viennent avec leurs femmes, tout ça, mais en général, ce sont des travailleurs qui viennent de pays pauvres pour travailler, pour gagner de l'argent et pour envoyer au pays. Ils ne viennent pas pour se la couler douce, les pieds en éventail, pas du tout. Ils viennent bosser comme des malades. Alors, ce système est censé être combattu par l'État, mais il n'est pas du tout combattu par l'État. Pour quelle raison? Regardez, ce système est vicieux. Nos PME étant si imposées, elles n'ont souvent comme solution que de faire du black. Alors, faire du black, c'est très dur avec les impôts. Donc, parce que tout le monde paye en carte bleue, donc qu'est-ce qu'elles vont faire?
alors, elles vont essayer d'embaucher des types Oblak, alors des travailleurs étrangers qui vivent à 10 dans un, je sais pas, à 10 dans un studio ou à 5 dans un studio, hein, une communauté quelconque. Alors les Maliens, des Maliens vont venir là, ils vont travailler aux cuisines en France, hein. Donc dans les cuisines des restaurants, on voit souvent, il y a des étrangers, il y en a un qui est déclaré, et puis comme ils se ressemblent tous, il y a un cas de problème, le mec il amène son papier, il dit c'est moi, et puis comme le contrôleur des impôts il vérifie pas, quand il va se présenter après, en fin de compte, c'est pas lui qui se présente, c'est celui qui a les papiers, hein. Puis il y en a un il y a du black, alors c'est voilà comment ça se passe, hein. Vous avez des travailleurs au black, des travailleurs étrangers sans papier qui viennent pour bosser sans que l'entreprise paye les charges sociales, sous-payés dans nos sociétés, dans nos petites PME, dans nos PME, pour pouvoir vivre. Puis les PME ne peuvent pas faire autrement parce que si elles emploient uniquement des gens qui sont déclarés, hein, alors surtout dans la restauration, dans le bâtiment, vous voyez ça énormément, qu'est-ce qui leur arrive à ces pauvres patrons de PME? Alors on dit que c'est des esclavagistes, oui c'est des esclavagistes, mais par obligation, parce qu'autrement ils mettent la clé sous la porte. Pourquoi? Parce que trop de charges sociales, hein, parce qu'il y a trop d'imposition, hein. Alors, ils emploient des étrangers en situation irrégulière, hein. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de gens, il y a quand même des gens qui viennent tous les ans. L'État dit qu'il est contre, mais l'État en vérité est pour, hein. Il est pour sans le dire, hein. C'est un accord tacite, hein. On fait semblant de combattre, mais en vérité on ne combat pas, parce qu'on sait très bien que si les sociétés n'emploient pas ces gens-là, elles mettent la clé sous la porte, et si elles mettent la clé sous la porte, l'État ne perçoit plus d'impôts de ces PME, hein. Vous voyez le cercle vicieux, on est encore dans l'anneau du diable, dans le cercle vicieux, hein. Une émigration voulue, ça serait tellement simple de contrôler. Monsieur, prison. Monsieur, dégagé. Monsieur, on pourrait être rigoureux. Mais non, l'État sait très bien que c'est sa seule façon de percevoir l'impôt sur beaucoup de sociétés. Allez à Batimat, allez dans toutes les sociétés de bâtiments qui sont sur le bord de la Seine, qu'on voit, parce qu'il y a des chargements de cailloux qui arrivent en péniche, tout ça. Donc les sociétés de bâtiments, de grossistes en bâtiment, mais ceux qui fournissent les pièces détachées pour le bâtiment, hein, pour la construction, sont souvent sur le bord de la Seine. Et vous voyez souvent des hordes d'étrangers. Alors des étrangers qui ne viennent pas d'Europe, hein, parce que maintenant les Polonais, eux, ils viennent, ils refont les appartements, ils refont les maisons, tout ça avec des sociétés polonaises, hein. Donc c'est l'Europe, c'est le libéralisme, c'est l'ouverture des frontières, la grande Europe qui nous nique, nous, Français. Moi, je suis pour l'Europe, mais je ne suis pas pour cette Europe. Mais d'un autre côté, les Polonais le font maintenant légalement. Ils viennent, ils ont une petite société moins imposée en Pologne, ils font des prix polonais, eux, ils dorment dans leur camping-car, hein, et ils vous refont votre maison, hein. Alors ça, eux, c'est légal, mais ça coule les sociétés du bâtiment français. Là-dessus, se greffent tous les étrangers qui sont en dehors d'Europe. Alors vous avez des Kurdes, hein, vous avez des Tchétchènes. Maintenant on voit des Tchétchènes, les mecs qui viennent de Tchétchénie pour faire du bâtiment. Moi j'en ai aidé à choisir parce qu'ils lisent pas le français, hein. Et comme ils sont musulmans, je les ai aidés à choisir leur plat dans les supermarchés. C'est des braves types qui viennent, des travailleurs tchétchènes qui viennent refaire les bâtiments. Et ils se vendent au black. Et on les voit à Batimat ou ailleurs attendre les mecs. Et hey, toi, viens, 10 mecs, 10 tchétchènes pour porter les gravats ou pour porter les parpaings, hein. Et voilà, c'est la France. Et l'État sait très bien que si elle n'accepte pas ces gens, les PME vont fermer leurs portes. Et eux, ils ne percevront plus l'impôt. Vous voyez dans quel état est la France, alors que le travail manuel, en Allemagne, comme il y a moins de charges, comme il y a moins d'impôts, comme les prix sont moins chers, comme tout le monde participe à l'impôt, vous voyez des grands blonds, hein, faire tous les travaux du bâtiment. C'est une gloire, le travail manuel en Allemagne. Hein, en France, de toute façon, c'est pas une gloire, vous voyez, hein, c'est l'intellectuel, je suis intellectuel, je suis intellectuel parce que je suis un gestionnaire de famille, de caste, hein, et le travail manuel, c'est celui qui est en bas. Non, c'est pas ça. C'est mon pays me fait honte des fois. Donc voilà le grand problème. Vous voyez, en Allemagne, les gens, la gloire, c'est de construire son pays, c'est d'être un travailleur, que ce soit un travailleur manuel, un travailleur technique, un ingénieur. Ils ont le sentiment d'appartenir à ce pays. Puis, en Europe centrale, les mecs sont fiers aussi, on se nationalise, même s'il y a une corruption, mais une corruption que tout le monde pratique comme en Italie. Tout le monde est propriétaire. Il y a moins ce malaise qu'il y a en France. En France, c'est un pays d'esclaves en plus. Les gens sont attachés, sont obligés de travailler, hein, pour des sociétés parce que, en plus, ils ne sont même pas propriétaires de leur maison. Ils ne pourraient même pas dire je travaille à mi-temps. Ils sont obligés de travailler, de compenser en faisant des temps pleins. De travailler même sans bon rendement, mais se payer transport en commun,
Ils sont attachés en France par des crédits, par ça c'est un autre problème, mais c'est catastrophique. Le prix du loyer est exorbitant dans mon pays. Le prix des appartements c'est exorbitant. On est dans un pays d'esclaves. Les gens ne sont même plus propriétaires de leur appartement ici. Hein, ce sont des grosses sociétés qui achètent ça. Et notre pays, pour s'en sortir, les gens vendent même leurs terres aux Qataris, aux Koweïtis, à tous ces gens-là. Hein, on voit notre pays, les vignobles sont vendus aux Chinois, on se débarrasse du pays parce qu'on ne peut même plus le gérer, vous voyez, on est écrasé. Donc les Chinois, ils ont ça, mais ils ont des sociétés qui gagnent beaucoup d'argent à l'étranger, donc ils vont acheter un peu de luxe, ils vont acheter du terrain, ils vont acheter de la pierre. Pareil pour les Qataris, les Koweïtis, ils savent très bien que leur pays est fini d'ici quelques temps, et puis ils ne pourront plus rester dans leur pays, hein. Ils auront construit des beaux immeubles pour faire plaisir, mais tout ça quand il n'y aura plus de pétrole, hein, ils vont bien sombrer, hein. Alors, ils vont sombrer, mais leurs oligarchies auront acheté des sociétés françaises, auront acheté des appartements, de la pierre, du palpable, hein, ils achètent du palpable, hein, tous ces gens-là. Et même les Russes, hein, les Russes achètent beaucoup dans l'immobilier. Puis le Français qui est imposé à mort, ben lui, il se débarrasse de tout ce qu'il a, il vend une fortune parce que les prix ont augmenté. On augmente le prix des appartements, on augmente le prix des maisons. Puis le Français qui est très imposé ne peut plus acheter. Puis même maintenant, vous voyez, c'est de la classe moyenne anglaise qui vient acheter les villas. Hein, c'est du Chinois, du Russe, de l'étranger qui achète à Paris, du Qatari qui achète notre patrimoine culturel, et on se retrouve avec un pays qui s'effondre. Hein. On vend tout, hein. On finira par vendre le cul de nos enfants, hein, comme dans certains pays. Donc ça devient grave. C'est l'effondrement français. Nous assistons à un effondrement terrifiant. Maintenant, on avait même vu récemment 200 € pour 4 mètres, pour 4 mètres carrés à Paris. Hein. C'est des trous, les pauvres gens, comme j'avais parlé des bouchons, font des kilomètres pour aller travailler, hein, dans des boulots où ils sont oppressés, où de toute façon ils ne montrent pas sans espoir de montée sociale. Hein. Et comme ils ne peuvent plus se loger à Paris, on tombe en plus sur ce coût du logement où les gens sont obligés de faire des milliers de kilomètres en voiture, dans les bouchons, coincés, et dépenser tout leur salaire pour aller habiter un peu loin, ou pourront s'acheter un petit appartement ou louer une maison moins chère, ce qui est catastrophique, parce que bon, tout est centralisé à Paris, où il y a plus de 10 millions, je ne sais plus, 15 millions, même avec la banlieue, ça a dû augmenter. Et si c'est que Paris, c'est partout en France, hein, tout est centralisé, on crève de ce système. Et j'espère que tout ça va changer. Voilà le problème français, j'espère que vous l'avez compris. J'espère que vous avez compris, j'ai fait un peu d'erdite, mais je l'ai appuyé que ce n'est pas un problème économique, c'est un problème de mentalité. Nous avons une mentalité de casse. Nous méprisons celui qui réussit parce que nous savons très bien que par le travail nous ne réussirons pas. Donc celui qui réussit est tout le temps ostracisé. Hein, et nous détestons les uns les autres parce que nous n'avons plus ce sentiment national, parce que ce système de caste ne fonctionne plus. Et il y a un mépris complet des groupes sociaux entre eux. Hein. Il n'y a plus ce sentiment d'aller vers l'avant. J'espère que vous avez compris ce problème. C'était Fred Delavier. On va s'en sortir. Hein. Après la pluie vient le beau temps. C'est toujours des histoires de cycle. Hein. Donc, attendons l'effondrement et combattons tous pour construire notre pays. Et dites-vous que c'est avec des lois et de la législation, et une bonne législation, qu'on pourra changer notre pays, et pas en coupant des têtes. Couper des têtes ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est changer les mentalités, changer les lois, changer les règles de vie. Alors que ça passe par la législation, qu'elle soit religieuse ou qu'elle soit uniquement législative, on s'en fout. Le principal, c'est de la changer. Salut à tous, c'était Fred Delavier.